Quand tu parles de calcul, c'est quoi? C'est les coups d'avance? Ouais, c'est de projeter, te dire bon bah là, si je fais ça, il peut jouer ici ou ça. Tu vas jusqu'à combien de... Chacun fait comme il peut au début, et puis t'essaies de faire un peu mieux, un peu mieux. Enfin, c'est comme quelqu'un qui court jamais, et puis d'un coup, il va pas aller courir Ouais. un marathon. Et Ça se il va travaille. faire 5 km, c'est déjà bien. Et puis quand tu fais 5 et que tu es régulier à faire 5, tu vas aller chercher 6 et machin. Et puis peut-être avant 15, tu pourras pas faire plus. Mais déjà, entre 15 et toi qui faisais rien au début, il y a une différence quoi. Alors ça va être quoi à peu près, toi, ton max Ah, je sais pas, mais même 25 je peux faire quoi. Enfin, c'est pas le problème. Mais. Kilomètre ou coup d'avance? Coup d'avance, kilomètre, peut-être, tu vois. Faudra tenter. Sueur, mais... On est sur du semi-marathon là. Non, mais en fait, en gros, le but, c'est pas de façon de calculer, de finir la partie, d'aller le plus loin possible. C'est en fait à la fois de calculer, de te projeter et de juger la position. C'est-à-dire, tu calcules, tu te projettes un peu, tu dis ok, je peux faire ça, il répond ça. Ah, mais j'ai ce coup, ça a l'air bien, j'attaque ça et ça, ok, c'est cool. Pas besoin de savoir à quel point t'es bien et si tu mates dans 35 coups. En fait, tu t'en branles. Si ça arrive, tu sais que t'es bien. Donc ça farme cette branche. Maintenant, s'il joue ça, qu'est-ce qui se passe? Et s'il joue ça? Et si, ah merde, sur celui-là, je suis mal. En fait, tout ce que tu as vu avant, en fait, on s'en fout un peu. Parce qu'il y a une autre option qui va pas. Donc tu chercheras autre chose. Mais ce qui compte, en fait, c'est calculer et juger. Et tant que t'es pas sûr du jugement, que c'est trop incertain ou qu'il y a peut-être d'autres coups qui peuvent jouer, bah tu dois faire l'effort d'aller voir et être à peu près sûr de ton jugement. Après, bah tu peux te tromper. Bah tu juges, tu regardes si tu penses que la position est légale, si c'était mieux, c'était moins bien. En gros. Ok. Et voilà, et puis selon aussi la position, parce que bah, des fois c'est mal passé, tu sais que t'es moins bien. Mais après, il y a une différence entre être moins bien et être foutu. Bah t'essayes dans ces cas-là de jouer le truc qui t'a l'air le plus chiant pour l'autre, où il n'est pas de gain évident, etc. Après, donc selon la situation, mais donc les deux sont un peu interconnectés. Ça ne sert à rien de calculer pour calculer. Faut faire du calcul pertinent, j'ai envie de dire quoi. T'as déjà joué les yeux bandés? Ouais. Ouais, mais mon père me faisait jouer ça quand j'étais petit. Ah bon? Ouais. Ah, vous aviez pas besoin d'échiquier? Ah, mais lui, enfin, lui il jouait avec l'échiquier, ou il me faisait jouer contre l'ordi comme ça d'ailleurs. Et moi, je regardais pas quoi. Ah, ça doit être rigolo. Et non, c'est pas très dur en fait. Mais ouais, c'est toujours impressionnant. Mais je sais pas, j'ai envie de dire, c'est comme peut-être quelqu'un qui joue du piano et il passe ses touches quoi. Ah ouais. Je sais pas, tu vois, moi je sais pas jouer, je me dis putain, pourquoi il appuie pas à côté? Ouais, ok. Pour lui, ça doit lui sembler facile aussi. Et en fait, les échecs, c'est beaucoup de la représentation mentale. Et donc, pas si dur quoi. Mais oui, c'est un côté impressionnant, je sais. Ouais. Si on revient sur donc toutes tes autres, je sais pas comment dire, enfin les autres casquettes. Ouais, bah, j'interviens pas mal sur la chaîne de Kevin Bordy, donc c'est Blitzstream. Depuis un bon moment, hein. Je crois que ça fait depuis 2016 où j'interviens. La chaîne est déjà encore plus vieille, donc ça fait un moment. Donc c'est la chaîne numéro 1 francophone en fait d'échecs. Et en gros, bon, on suit l'actu des échecs en commentant les parties qu'il y a eu. Des fois ça peut être des vidéos de conseils sur des ouvertures, sur je sais pas quoi, enfin bon, ça parle d'échecs quoi. Et voilà. Et puis Chèque depuis il a fait des chaînes secondaires, donc il y a aussi Blitzstream Live, Blitzstream Facile, pour un peu plus tranquille. Ça marche bien, ouais. Il y a... En fait j'ai pas envie de donner des chiffres faux, mais en fait le truc c'est que Blitzstream, donc la chaîne principale de base, il y a plus de 200 000 abonnés. Mais je crois que le Blitzstream Facile l'a complètement éclaté et maintenant elle a peut-être à 500 000 ou je sais pas quoi. Donc voilà. Et donc bon bah Kevin, c'est sa chaîne, hein, c'est lui qui gère. Donc je suis pas sur toutes les vidéos, mais je suis un guest régulier, qu'on va dire. Donc j'ai fait ça, j'ai bien aimé. En fait, justement. On fait aussi pas mal de commentaires en direct, de parties. Des parties dans le monde? Non, mais des parties de tournois de haut niveau. Enfin là récemment par exemple le championnat du monde. Et vous les faites sur la chaîne? Ouais, alors souvent c'est sur... Enfin ça peut être partout, ça peut être sur Twitch, ça peut être... Maintenant même YouTube Live, c'est reparti un peu. Mais ouais, t'es là, alors après, bon... Là c'était pas le truc le plus marrant ce championnat du monde parce que... En fait c'est une finale, donc t'as que 2 joueurs, et c'est des parties lentes. C'était qui contre qui? C'était Gukesh, donc c'est un jeune indien, contre Ding Liren, un chinois. Il ne joue pas pendant 1 heure parce qu'il réfléchit. Oh, bon, tu meubles, c'est là. Ouais, bon, bah, je suis pas mauvais en meuble, mais bon, à un moment. Mais vous étiez deux. C'était Jean-Michel Larquet. Ouais, tu disais des trucs, mais okay. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant à commenter. Parce que le match était assez naze en fait. 1 heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Attends, il parle. Il réfléchit, il est là, il est dans ses délires. On sait pas mais ça dure combien de temps le. Ah, les parties, c'est long. Hein. Ils ont 2 heures pour jouer 40 coups chacun. Donc ça fait déjà 4 heures de jeu pour arriver au 40e coup. Et puis après tu leur rajoutes encore du temps. Donc le truc va durer 5-6 heures. Voilà.
Ça peut être moins, ils peuvent jouer vite s'ils veulent, hein, mais ils sont pas obligés de réfléchir comme des fous. Alors là, le problème, c'est que Ding Liren, chaque jour, après quelques coups, il décidait de réfléchir comme un malade. Il était là, il peut 40 minutes de réflexion après 6 coups. Ça n'a pas commencé que déjà, déjà tu dors, quoi. Non, c'est juste pour arriver à 40 coups, t'as tes 2 heures, et après on te rajoute encore du temps. D'accord. Par contre, si t'as réfléchi plus de 2 heures avant les 40e coups, t'as perdu. Hein. Ok. Voilà. Non, c'est assez lent. Et donc, oui, souvent dans les tournois, t'as plusieurs parties en même temps. Donc, si t'as un mec qui décide de faire comme le Ding Liren, bon, bah, on zappe. Allez. Ouais. Et là, tu pouvais pas, quoi. Bah, t'as rien à zapper là. T'es là, t'as que eux. Et alors, tu meubles comment? Tu parlais de quoi? Je sais pas, des fois de foot. Je suis là pour parler de synthé, quoi. Le digne représentant du Saint-Etienne. Mais ouais, non, mais là, le match, en fait, comme je te dis, il était pas super génial parce que simplement, déjà, il n'y a pas Carlsen. Parce qu'en fait il a juste délaissé ça et ça le saoule un peu les parties lentes. Donc il était champion en titre, il a dit ouais mais je joue plus à votre truc. Donc en fait la place a été vacante. Et donc... Attends, la première fois qu'il l'a gagné c'était contre l'Indien là, dans la ville. Contre Anand, ouais, en 2013. Ah oui voilà. Ouais, donc c'est la première fois qu'il a gagné, il a gardé son titre en 2014 à nouveau contre Anand d'ailleurs, qui s'était requalifié de manière inattendue. Mais voilà, mais il a regagné contre Anand. Après en 2016 c'était à New York, il jouait contre Karyakin, c'était un russe. Moins fort que lui, mais qui a fait un très bon match. Il a fait défendu. Il arrive à gagner une partie Karyakin, donc on puisse y mener au score. Donc Carlsen arrive à égaliser, et puis ils ont fait donc 6-6 après 12 parties. Et après, du coup, ils ont fait des parties plus rapides pour se départager, et là, il arrive à gagner. D'accord. En fait, Carlsen, il est fort à toutes les cadences, quoi. Il est vraiment. Voilà. Il y a eu le match de 2018 contre Caruana. C'est un Italo-américain, numéro 2 mondial, en fait, très très fort. Mais il était très très fort en lente. Et en fait, ils ont fait 12 parties nulles. Après, en rapide, il l'a atomisé. 3-0. Attends, tu veux dire que Carlsen, jusqu'à l'année dernière, il a gagné à chaque fois? Chaque fois, championnat du monde, il gagnait. Ouais. Il a rejoué le championnat du monde en 2000. Il le joue pas toutes les années en fait. Non, parce qu'il l'organise pas chaque année, c'est tous les 2-3 ans. Chaque fois il gagnait, il a conservé son titre, il a conservé, et puis la dernière fois qu'il a conservé, il a dit ouais non mais moi cette fois je joue pas. Ils ont pris 2 mecs, 2 autres, en fait, le gars qui devait être finaliste contre Carlsen, bon que lui il était là, et ils ont repêché le Ding Liren en fait. Mais donc forcément tu vois le champion du monde, c'est clair que c'est pas le meilleur au monde. Et puis là en fait la finale c'était même pas que c'était le numéro 2 ou 3 mondial, c'était que Gukesh il doit être numéro 6 mondial, et Ding Liren il a chuté, il est autour de la 20e place mondiale. Mais pourquoi c'était pas le 2e et le 3e? Parce qu'en fait ils prennent pas le classement Elo pour qualifier, c'est un parcours en fait, donc c'est quand même pas des mecs mauvais, hein. Mais voilà, mais c'est en fait c'est la première fois que tu as un match de championnat du monde qui a l'air aussi peu légitime. Il est comme il est, les mecs qui sont qualifiés ils ont pas voulu leur place, mais ça tombe mal quoi. En fait déjà bon, un champion du monde qui vient pas jouer c'est quasiment jamais arrivé dans l'histoire. Ça arrivait que c'était que la 3e fois. La première fois, bon, on va lui pardonner, le mec est mort. Donc, bon, donc c'était Alekhine. C'était un russe qui était naturalisé français. Et il a dû être mort peut-être en 1946 ou par là, ou 48, enfin bon. Et du coup, ils ont organisé un tournoi. Et le vainqueur a déclaré champion du monde avec peut-être 5 joueurs qui ont joué. Et le vainqueur, c'était Botvinnik. Donc c'était un russe. Enfin, URSS. Mais en fait... Pour le coup, tu vois, c'est bien tombé parce qu'après il est resté longtemps champion du monde. Ah oui, ouais, c'était pas illégitime. Donc quoi. C'est pas. Non, parce que le premier il a claqué entre Alekhine, il était champion du monde en titre quand il est mort, mais en fait, il avait pas rejoué de match depuis un moment parce que bon, il se trouve il y a eu la guerre et tout ça à ce moment-là, donc il y avait pas trop d'échecs. Puis il est mort après, quoi. Mais Botvinnik, en fait, c'est quand même un grand nom des échecs, donc tu vois, tu te dis pas. Il y a pas eu un creux générationnel. Et il y a eu la même histoire. Et le deuxième. Alors là, il est pas mort, mais c'était Fischer. Ah, attends, donc, Fischer, c'est pas un peu celui qui est devenu un peu fou. Ouais, il était un peu chelou. Ouais. Il y a eu un film avec. Le prodige. Non, Pawn Sacrifice. Ouais, Pawn Sacrifice avec. Tobey Maguire. Tobey Maguire, Spider-Man. Donc il se barre, il est champion du monde en 72. Et en fait, il joue plus. Et pourquoi? Soit il a atteint son objectif, soit il a. Je sais pas en fait, mais il en a eu marre. Il était assez capricieux de toute façon, il s'était déjà barré un moment des échecs, il était revenu. Bon. Mais il était vraiment fort, c'est peut-être lui aussi un des meilleurs joueurs de l'histoire pour le coup. Enfin, quand je te dis dur à dire, ça joue entre Carlsen, Fischer et Kasparov. D'accord. Et donc ce Fischer, il arrête de jouer, et en fait il se trouve que le finaliste qui devait jouer contre Fischer, qui est pas venu, c'était Karpov. Mais qui lui aussi était un mec connu, qui a été numéro 1 mondial pendant 10 ans après, qui a conservé son titre, qui a joué contre Kasparov, qui était quasiment à jeu égal. Et donc en fait c'est pas mal tombé. C'est pas genre Fischer se barre et t'as un pseudo-naze qui est là, quoi. Mais attends, il n'y a pas eu une partie d'anthologie hyper politique? C'était Fischer-Spassky. Ah oui, voilà, c'est ça, rien à voir. Le match de 72 en fait, ouais. Ok.
Donc là, il y a, Et- historiquement, il y Ouais, a ouais, il y a des, beaucoup à il y dire a en des fait, trucs sur cette intéressants, histoire, quoi. Et il y a eu le Karpov. Ouais, ça c'est après, ouais. D'accord. Et oui, ou en fait Ouais. Karpov c'est un peu le mec du parti, on peut dire, et Kasparov plus rebelle, bon, entre guillemets. Là, Tu nous conseillerais d'aller voir des livres qui parlent des meilleurs joueurs? Tu en aurais un J'en ai écrit un. en tête? Ouais. La question pas du tout orientée. C'est quoi le titre? Non, il est pas mal en plus, je pense. C'est S'entraîner aux échecs avec les champions du monde. Ah, il est très très bien. Donc il y a un chapitre par champion du monde. Même moi, je l'ai lu, c'est Ah. bien. Bon, après, j'ai lu que les parties c'est pas de la historiques. grande prose, hein, c'est moi, donc bon, forcément. Non, c'est super sympa. Mais après les parties, j'ai essayé de bien les expliquer. Et puis j'ai mis aussi des exemples issus des parties où il faut se mettre à la place du joueur et qu'est-ce que j'aurais dans cette situation. Donc ça peut être des coups tactiques qui gagnent rapidement, ou plus stratégiques, ou plus des fins de partie, des finales. Donc il y a 250 exercices. Et voilà, c'est fait pour travailler les échecs quand même, c'est pas pour grands débutants. Moi je suis content que tout le monde l'achète, mais bon. J'ai l'impression que tu as fait une espèce d'almanach avec Oui. 365 jours Ça pour. aussi. Ouais, alors Ça, c'est plus facile d'accès. Ouais, plus curiosité. Ouais, ok. Un peu de tout. Et quand t'as lu ça, tu sais un peu tout ça. Tu vois, tout ce qu'on parlait tout à l'heure, le classement Elo, les numéros 1 mondiaux. D'accord. Certains termes d'échecs, les différents. Voilà, tu connais. T'as des joueurs qui sont présentés. T'as des petits exercices au milieu, t'as des petites parties célèbres, des petits machins. Enfin. C'est fun. Ouais. Et tu en as fait d'autres? Fun si les échecs sont fun, mais et j'avais fait un truc, un livre d'exercices, un petit cahier en fait, comme un peu un livret de vacances. Que tu remplis, ouais, ça c'est sympa aussi. Tu fais tes exercices et voilà. Et là il y en a un autre en préparation. Exercice pareil. Bon, du coup on peut parler du film. La Désolé, carrière je t'ai fait cinématographique. Ouais, alors carrière vite dit, parce qu'il n'y a eu qu'un film, mais c'était sympa, ouais. Bon, c'est un peu inattendu, hein. Ouais, là là aussi, aussi, parce c'est- que j'ai jamais fait de cours de théâtre ni de rien du tout, hein. Ouais. Et en fait, c'est juste donc Elodie Namer qui a réalisé le film et qui l'a écrit et qui a tout fait. Elle avait appris à jouer aux échecs et elle a été un peu fascinée par, je sais pas, par le jeu, par le truc. Elle est venue un peu voir comment ça se passait, un tournoi. Et elle avait rencontré un peu des gens via internet qui lui montraient des trucs sur place. Et puis il y a un soir où en fait la fameuse personne qui devait être avec elle pouvait pas. Et on se connaît. Et il me dit tiens, il y a Elodie, tiens, passe un moment avec elle, raconte-lui. Et voilà, donc on va manger. On passe un moment, puis on sympathise un peu, puis on se partage notre Facebook. Sur Messenger, et puis voilà, donc en fait on a fait connaissance comme ça, et puis des fois elle avait des petites questions, je répondais quoi, et puis bon an mal an, j'ai un peu été qu'on appelle ça, consultant pour le film, donc il n'y avait pas que moi, mais j'ai un peu aidé. Elodie elle est revenue à d'autres tournois, on s'est revus, machin, et puis le film a évolué, elle a eu sa version finale qui était très différente de ce que j'avais pu lire au début. Et une fois que c'était fini, elle me dit ouais, peut-être tu pourrais jouer dedans, etc. quoi. Et en même temps pourquoi pas, mais enfin pourquoi aussi, mais bon c'est genre une opportunité unique on va dire, parce qu'on va pas me proposer ça tous les jours. Donc j'étais allé passer le casting, a priori ça s'est bien passé, hein. J'étais probablement pas trop mal à l'aise face à la caméra. Bon tu te retrouves sur le tournage, j'ai vu le texte un peu, apprendre les trucs, et j'avais pas trop de mal à être naturel quoi. Non mais moi c'est ça qui m'a choqué. C'est ça qui m'a choqué, c'est Ouais. que j'ai vu le film, je sais pas, c'est Ouais, parce tu que. me vois moi en gros. Mais oui, Ouais. c'est ça. Et la Et- recherche du naturel, tu sais, tu peux passer toute ta vie à justement essayer de rechercher le naturel quand tu te mets en scène. Bon après évidemment tu sais ce qui va se passer, tu sais ce que tu vas dire, tout est scripté. Donc Ouais. c'est pas ultra naturel, t'as les caméras, t'as les machins, t'as les gens partout autour. ça. Mais bon, en soi, tu te mets dans la situation et tu fais abstraction quoi.